Bonjour les kids. Aujourd'hui on va s'intéresser à la dernière partie du mouvement dans les champs, c'est-à-dire le mouvement orbital. La question qui se pose aujourd'hui, c'est si on a une masse qui gravite autour d'une masse grand M à une distance r, est-ce qu'il y a une relation entre sa période de rotation t et puis la distance r à laquelle elle se trouve? Bah oui, évidemment, il y a une relation. Et ça va aboutir à ce qu'on appelle la troisième loi de Kepler. Donc on verra en grand 1 comment on arrive à la troisième loi de Kepler. On verra l'énergie mécanique totale d'un objet qui est en orbite, et puis on parlera un tout petit peu de la notion d'apesanteur. C'est parti. Donc un système orbital. Bah voilà, on prend une masse m qui va tourner autour d'une masse grand M, un rayon R. Sa vitesse, elle est perpendiculaire à l'accélération, donc elle est tangente à la trajectoire. Et puis on va avoir un angle alpha qui va être décrit au cours de sa trajectoire. Alors un petit rappel, ce qu'on appelle la vitesse angulaire oméga. Oméga, c'est la variation de l'angle alpha au cours du temps. L'angle alpha va être exprimé en radians, le temps va être exprimé en secondes, on va avoir la vitesse angulaire qui va être exprimée en radians par seconde. Quelque chose qui est important, c'est que quelle que soit la distance à laquelle on se trouve du centre de la rotation, la vitesse angulaire va être la même. Donc elle ne dépend pas de la position. Autre chose pour oméga, c'est une autre façon de pouvoir la décrire, c'est que oméga est égal aussi à 2pi divisé par la période. 2pi, bah, c'est l'angle total qu'on fait quand on fait un tour complet, et la période, évidemment, c'est le temps mis par l'objet pour pouvoir décrire toute la trajectoire en faisant un tour complet. Maintenant, l'expression de la vitesse, eh ben, si on se trouve avec une distance r du centre, la vitesse, ça va être tout simplement le produit de oméga par r. Donc voilà un petit schéma qui illustre donc la rotation de ma masse m. Elle est soumise à une force centripète. Dans ce cas, la force centripète, c'est tout simplement la force gravitationnelle. L'accélération centripète, vous connaissez l'expression, c'est v au carré sur r. Maintenant, puisque v est égal à oméga r, ça nous fait oméga r au carré sur r, ce qui nous donne une nouvelle expression pour l'accélération centripète en fonction de la vitesse angulaire, qui est oméga 2 fois r. La force centripète, donc à cette expression, c'est la masse fois l'accélération, donc m oméga 2 sur r. Et puisque la force centripète et la force gravitationnelle en fait sont les mêmes, on va avoir une équation qui est m oméga 2 sur r fois r est égal à grand G fois grand M fois petit m pardon, divisé par la distance au carré. Alors maintenant, la question c'est est-ce qu'on va pouvoir à partir de ces rappels pouvoir trouver une relation entre la période de rotation t et la distance à laquelle l'orbite va se faire. On a introduit dans les équations la vitesse angulaire, et la vitesse angulaire, je vous rappelle, c'est 2pi divisé par la période. Donc on commence à avoir euh, peut-être une piste pour pouvoir relier la période grand T et puis la distance R. Alors c'est ce genre de problème, on peut le trouver évidemment pour des satellites qui sont en orbite autour de la Terre, mais on pourra aussi retrouver ça dans les premiers modèles atomiques, quand on pensait, et c'était pas le cas, mais quand on pensait qu'un électron pouvait graviter autour du noyau d'un atome. Donc tout ça va nous amener à la troisième loi de Kepler. Voilà, j'ai fait un petit dessin de Monsieur Kepler avec sa grosse barbe. Voilà, donc un petit peu de calcul. On va prendre la force gravitationnelle qui est égale à la force centripète. Donc on peut tout simplifier par m. Et on arrive à cette magnifique équation qui est que 4pi au carré divisé par la période au carré fois R3 est égal à grand GM. Et donc on commence à avoir la relation qui apparaît. Si on développe un tout petit peu tout ça, on va se retrouver avec cette magnifique expression qui est que la période au carré est égale à une constante, donc 4pi au carré divisé par grand G fois grand M, multiplié par R3, la distance à laquelle on se trouve au cube. Donc voilà, on a enfin cette relation qui est la troisième loi de Kepler, qui montre que la période de rotation, oui c'est ça, la période au carré est proportionnelle à la distance à laquelle on se trouve au cube. Maintenant, si on essaie de pouvoir décrire l'orbite d'un objet en exprimant son énergie mécanique. Alors,
l'énergie mécanique, je vous rappelle que c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. L'énergie cinétique, c'est simple, c'est un demi de mv2. L'énergie potentielle gravitationnelle, eh ben, on l'avait montré l'autre jour, c'était moins grand G fois grand M fois petit m divisé par R. Elle est négative. Donc maintenant, si on prend l'expression de l'énergie mécanique totale, ça nous fait un demi de mv au carré moins grand G, grand M, petit m divisé par R. Alors on va essayer de réarranger tout ça, parce qu'en fait on a un petit problème dans cette équation, enfin elle marche bien, hein, elle est absolument bonne. Simplement c'est que un demi de mv2, on voudrait pouvoir un petit peu le changer, le transformer, pour pouvoir exprimer l'énergie cinétique en fonction de la distance r à laquelle on va se trouver. La question est assez simple. Si on se trouve loin d'une planète, est-ce qu'on a une énergie cinétique plus grande ou est-ce qu'on a une énergie cinétique plus petite? Est-ce qu'il y a une relation entre notre énergie cinétique et puis la distance à laquelle on se trouve de la planète? Donc on va essayer d'un petit peu transformer cette énergie cinétique. On va reprendre l'égalité qu'il y a entre la force gravitationnelle et la force centripète, puisque c'est la même. Donc ma force centripète, c'est mv2 sur R. Alors on voit que dans mv2 sur R, bah, il y a le terme mv2 qui est intéressant, puisqu'on le trouve dans l'énergie cinétique. Maintenant, la force gravitationnelle, toujours pareil, grand G, grand M, petit m sur R2. Donc à partir de ça, on va essayer de modifier un peu cette expression pour faire apparaître le terme d'énergie cinétique. Donc, on se retrouve, en développant un tout petit peu cette expression, que 1 demi de mv2 est égal à 1 demi de grand G, grand M, petit m sur R. Et en fait, on va avoir une nouvelle expression d'énergie cinétique, maintenant par rapport exprimée en fonction de R. Et on s'aperçoit d'ailleurs, d'après cette expression, que plus on s'éloigne d'une planète, par exemple, plus R augmente, et donc l'énergie cinétique va diminuer. Évidemment, plus on se rapproche de la planète, plus notre satellite qui va être en orbite va avoir une énergie cinétique importante. Alors maintenant, si on veut reprendre l'expression de l'énergie mécanique totale, donc on refait la somme de l'énergie cinétique et potentielle, et on va se retrouver, en remplaçant un demi de mv2 par grand G, grand M, petit m sur 2R, avec une nouvelle expression de l'énergie mécanique, uniquement exprimée en fonction de R, qui est égale à moins grand G, grand M, petit m, divisé par 2R. Et, chose intéressante, c'est que cette énergie mécanique, elle est négative. Elle serait, évidemment, plus R va augmenter, plus l'énergie mécanique tend vers 0. Et ce qui paraît logique, c'est que, évidemment, plus on s'éloigne d'une planète, par exemple, ou d'une étoile, à ce moment-là, on échappe à l'attraction gravitationnelle et en fait, on se retrouve avec un système qui n'a plus d'énergie. Une petite remarque pour les satellites qui ont un petit rayon orbital, donc qui ne sont pas très très loin de la Terre. S'ils se rapprochent de la planète et que cette planète possède une atmosphère, à ce moment-là, on va avoir des frottements dans l'atmosphère. Alors qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? S'il y a frottement, il y a perte d'énergie du système, de notre satellite. Et qu'est-ce qu'il va faire? Bah, son orbite, en fait, au lieu d'être à rayon constant, on va avoir une perte d'énergie. Si l'énergie diminue, ça veut dire que la distance entre le satellite et la Terre diminue, et on va avoir un satellite qui va retomber gentiment sur Terre avec une trajectoire qui est en spirale. Maintenant, voilà une représentation de l'énergie mécanique en fonction de R. Donc j'ai mis en fait les trois courbes importantes. Donc l'énergie cinétique qui est en vert et qui est positive, l'énergie potentielle qui est négative, hein, qui varie en fonction de 1 sur R, et puis la somme. Donc d'ailleurs, si on faisait exactement l'addition de la courbe verte et orange, on aurait l'énergie mécanique, et on a une énergie mécanique évidemment qui tend vers 0 quand R augmente, mais qui est toujours négative. Alors, dernière partie, des choses que vous devez savoir sur ce qu'on appelle l'apesanteur. L'état d'apesanteur, c'est un état dans lequel en fait on va subir absolument aucun champ gravitationnel. Alors, vous allez me dire, mais le champ gravitationnel, il est en 1 sur R. Et donc, il peut tendre vers 0, mais il n'est jamais égal à 0. Donc, en fait, pour qu'on ne subisse plus un champ gravitationnel, il faut qu'on se situe quasiment à l'infini d'une masse. Donc, même si le champ n'est pas exactement égal à 0, on peut supposer qu'on ne le sent plus si on est à une distance très très importante de la masse. Ou alors, un autre moyen, c'est de se retrouver à un endroit
où on va subir plusieurs champs gravitationnels, et à cet endroit précis, on va avoir les deux champs, ou trois éventuellement, ou quatre, ou en tout cas on va avoir la somme des champs qui va s'annuler. Par exemple, si on partait de la Terre pour aller vers la Lune, il y aurait forcément un point pour lequel le champ gravitationnel terrestre s'annulerait avec le champ gravitationnel de la Lune. Alors maintenant, comment on peut sur Terre faire l'expérience d'un état d'apesanteur? En fait, on a plusieurs façons quand les astronautes essayent de simuler tout ça. Euh, on peut, par exemple, partir dans un avion et faire partir l'avion en chute libre. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tous les objets qui vont être à l'intérieur de l'avion vont subir la même accélération et donc subir un état d'apesanteur. Autre chose, c'est que si on prend une station spatiale en orbite, euh, en fait, tous les objets qui sont dans cette station vont subir l'accélération centripète qui est dirigée vers la planète, par exemple, ou la Terre. Et à ce moment-là, puisque la force centripète, c'est la masse des objets multipliée par l'accélération, tous les objets vont subir la même accélération. Et dans ce cas-là, on aura un sentiment d'apesanteur. Artificiel, mais un sentiment d'apesanteur. Puis dernière remarque par rapport euh, à la sensation de la pesanteur par opposition à la pesanteur. Quand on est sur Terre, évidemment, on ressent le champ gravitationnel terrestre. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on mesure par exemple notre poids sur Terre, euh, le piège est d'imaginer que notre balance mesure le poids. Évidemment, c'est faux. Une balance ne mesure que la réaction du poids. Pareil, je prends un exemple simple. Si vous prenez par exemple une balance dans un ascenseur et que l'ascenseur va monter et que vous pesez, tout d'un coup, vous allez peser plus que si l'ascenseur est au repos. Donc en fait, c'est pas, la balance ne mesure pas simplement votre poids, mais elle mesure la réaction, euh, la force de réaction que vous exercez sur la balance. Voilà pour la fin du thème 9, et puis à bientôt.